Salut Quentin. Salut Antoine. Bonjour à tous. J'ai la chance, l'honneur, le privilège de recevoir Quentin Lyons, qui est un ami de très longue date, 7 ans, Ouais, presque au moins. 8, 9. J'ai une phrase que j'entends très souvent en coaching. Des gens me disent, j'ai été victime d'un ou d'une pervers narcissique et cette personne était tellement forte, tellement intelligente, tellement maligne. Et lorsqu'on dit ça, Charismatique aussi. En charismatique également. Et si jamais on me dit de moi, waouh, Antoine, t'es tellement fort, malin, charismatique, c'est plutôt positif. Sauf que dans le cadre d'une personne qui est manipulatrice, perverse narcissique, déglinguée, nocive, toxique, c'est pas forcément une bonne chose. Ça veut dire qu'on diabolise cette personne. Est-ce que déjà c'est une phrase que tu as déjà entendue toi-même ou que tu as déjà pensé? Oui, j'étais en admiration devant certaines personnes. Après, j'ai appris avec le temps, et parce que j'ai fait ce travail pour sortir de l'emprise, j'ai appris à faire la distinction entre admirer et me laisser déborder. Et donc, cette petite distinction, cette subtilité entre apprécier l'autre pour qui il est et admirer ce qu'on voit, parce que je trouve des gens magnifiques. Moi, quand je me promène dans la rue, quand je regarde le monde extérieur, quand je regarde les gens, mes contemporains, je vois des personnes mais rayonner quelque chose d'extraordinaire que je ne pourrais jamais être ou faire ou vivre. Et ce rayonnement-là m'émeut. Moi, ça me touche. Laisse-moi être plus vraiment précis. touché par ça, quoi. As-tu déjà admiré la partie diabolique de quelqu'un? Par exemple, une ex ou un chef tyrannique, en te disant, est-ce que cette Oui. personne-là est trop forte? La réponse est oui. Et le problème, c'est qu'en fait, je sens dans ces moments-là, c'est comme un aimant. Je sens une attraction qui est plus forte que moi. Je sens que c'est pas bon. Je sens que c'est malsain. Je sens qu'il ne faut pas y aller. Et pour autant, ce côté-là, il m'attire parce qu'il y a certaines personnes. Tu sais, on vit dans une société où tout ce qui est les émotions désagréables, la colère, machin, etc., c'est pas politiquement correct. Et on vit dans une société qui est tellement policée, tellement politiquement correcte, que quand il y a une personne qui assume un petit peu sa part sombre, sa part d'ombre, elle en devient attractive pour ça. Mais grave, parce qu'en fait, ça nous manque. On est des personnes humaines, on a toute cette part d'ombre et cette part de lumière en nous. On est dans cet équilibre, et quand on s'empêche de vivre une partie pour pouvoir toujours montrer quelqu'un de souriant, rayonnant, alors qu'on a nos doutes, on a nos peurs, on Bien a évidemment. nos incertitudes, quand on voit quelqu'un qui les assume, bah ça nous attire. On se dit mais comment elle peut, comment c'est de pouvoir vivre tout ça, quoi. C'est extraordinaire, elle se permet ça. Donc on y va, et puis en général on en prend plein la tronche et on ressort, on est ravagé. J'aimerais que vous fassiez une chose, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si la personne qui vous a fait souffrir, que ce soit dans la partie amoureuse, amicale, professionnelle, est-ce que vous la mettez sur un piédestal? Dans le sens, est-ce que vous dites cette personne est trop forte pour faire du mal? Est-ce qu'elle restera toujours impunie ou pas? Dites-moi ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Tu m'as dit un jour une phrase puissante quand je t'ai parlé d'une de mes histoires de vie. Tu m'as dit cette personne est géniale dans le fait d'être pourri, ou dans le fait d'être nul, ou dans le fait d'être bête. Quelqu'un qui est génial dans le bête. Ouais. Et du coup, ça a contrebalancé totalement l'idée du piédestal sur lequel j'ai mis cette personne. Alors en effet, quand on est dans une relation avec une personne vraiment hautement toxique, on a cette partie charismatique qui nous éblouit, et on a aussi cette partie hyper sombre qui est très violente. Et on est dans cette oscillation entre cette personne est géniale ou alors c'est le diable incarné, mais elle est surpuissante, ou alors cette personne est une sous-merde. Et on est sans arrêt en train de juger, d'admirer, juger, admirer. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ça. Est-ce que vous êtes entre les deux? Et à la fois, on est dans quelque chose qui nous fascine et quelque chose qui nous dégoûte et qui nous révulse complètement. Et quand on est en plus jugé, rabaissé par l'autre, qu'est-ce qu'on a envie de faire naturellement? La même chose. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion. Donc si la personne vous rabaisse, bah forcément derrière vous allez avoir envie de rabaisser la personne pour rééquilibrer les choses. J'aimerais qu'on parle de codépendance. Tu es un expert en dépendance affective et également en codépendance affective, qui sont deux termes qui se ressemblent beaucoup, qui sont très différents. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne qu'on met sur un piédestal est une personne qui va jouer sur nos failles, qui va aller piquer pile là où on est plutôt fragile? Alors oui, et souvent, malheureusement, c'est bien malgré elle, dans ces cas-là. Dans le cas que tu décris, c'est malgré elle. C'est-à-dire qu'une personne qui est charismatique, qui rayonne, qui est excellente dans son domaine, si nous, on sent une faille à cet endroit-là, on va la mettre sur un piédestal. Mais la personne, elle n'a rien demandé. Elle est qui elle est, et nous, on la vénère, ou alors on la diabolise. Et on fait ça tout seul. Et c'est très difficile de se rendre compte de ça. Alors, il y a des personnes qui cherchent à profiter de soi. C'est-à-dire que cette mise en résonance de faille, quand on est là, on admire quelqu'un, ou alors on le déteste, et qu'on fait ça tout seul. C'est une chose. Maintenant, ça veut dire que la personne, elle est saine en face. Le truc, c'est que souvent, il y a des personnes qui sont les plus
doués dans leur domaine ou qui excellent le plus, c'est souvent des personnes qui ont des grosses failles derrière. On le voit par exemple chez les artistes, on voit des chanteurs, des acteurs qui, sur la place publique, sont extrêmement rayonnants et géniaux, et dans leur vie privée, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est le syndrome du clown triste, quelque part. Et quand on est face à quelqu'un comme ça, qui est charismatique, mais qui a aussi ses failles, et qui, du coup, n'est pas saine, mais donc on l'admire et on la déteste pour des raisons tout à fait valables et légitimes, eh ben, quelque part, cette personne va chercher à prendre chez nous ce qui ne lui va pas, sa partie de manque, sa partie noire. Donc, nous, on va admirer sa partie géniale, ça va nous inspirer, donc on va combler notre manque de réussite, notre incertitude, nos doutes, notre manque de confiance en nous. On va admirer cette personne rayonnante et solaire, donc on va aller vers ça, parce que ça nous manque, ça vient combler notre manque, et l'autre va prendre chez nous la stabilité, la sécurité, la bienveillance, etc., et va combler son manque. Donc on est chacun en train de prendre chez l'autre ce qu'on admire et de venir combler nos manques. Ces relations croisées triangulaires, vous pouvez lire Berne avec son analyse transactionnelle, c'est exactement ça, c'est des relations de jeu de pouvoir, c'est des relations dominant-dominé, et on n'arrête pas, et on n'en sort pas, et c'est hautement toxique. J'ai lu récemment quelque chose qui était très vrai, c'est que tes failles te rendent manipulable. Par exemple, un exemple tout bête, on parle souvent d'exemples de voitures en économie. Prenons l'exemple des voitures. Admettons que je sois fan de voitures, mais fan à un point pas possible. Si je rencontre quelqu'un qui a 10 Ferrari, le simple fait de pouvoir le fréquenter ou de voir ses Ferrari me rendra dingue de ça. Et donc, du coup, il va pouvoir m'utiliser ou me manipuler pour ça. Les voitures, on comprend. Maintenant, admettons que dans ma vie, j'ai besoin d'amour, ce qui est déjà un peu plus dur à comprendre. J'ai besoin d'amour, d'être assuré, d'être sécurisé. J'ai eu une peur de l'abandon. Si jamais quelqu'un me donne beaucoup d'amour, comme c'est ma faille, je vais devenir très manipulable là-dessus. L'autre pourra me demander beaucoup plus de choses par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire qu'on met sur un piédestal une personne qui est capable de venir combler nos failles immédiatement? On se met en état de dépendance. Je ne sais pas si c'est piédestal, mais en tout cas, on se met en état de dépendance. Et ça, on le voit, cet exemple-là que tu viens de prendre, il est très décrié dans le milieu du mannequinat. Les mannequins, les femmes qui veulent être mannequins se font manipuler, ou actrices d'ailleurs, on le voit souvent dans les films par rapport à Hollywood, ce microcosme du star system américain. Eh bien, il y a des personnes qui veulent réussir, qui attendent qu'une seule chose, c'est d'être valorisées. Et donc elles sont hyper manipulables. On leur fait passer des castings, et en fait c'est n'importe quoi derrière, on va les exploiter, on va même leur demander de payer pour passer le casting. Je veux dire, normalement, c'est plutôt l'inverse qui devrait se produire, puisque c'est elles qui vont travailler, mais non, on leur demande de payer. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a quelqu'un qui a un rêve, un manque de reconnaissance, un manque d'amour, une faille quelque part, et qu'elle cherche à le combler de manière, avec une forme d'assistanat, c'est-à-dire qu'on vient la chercher, on reconnaît son talent, on la sort de là et on la met ensuite sur un piédestal, eh bien ces personnes-là qui ne se construisent pas par elles-mêmes sont des personnes hautement manipulables. On le voit aussi typiquement dans la Française des Jeux, dans les gens qui gagnent au loto, qui gagnent dans les jeux d'argent. Avant, il n'y avait pas de suivi psychologique, c'est-à-dire qu'ils passaient d'une conscience de j'ai pas beaucoup d'argent, je vivote comme je peux, je vais au bar du coin, je vais m'acheter mon truc, et puis je coche mes cases, et puis d'un seul coup, waouh, il y a le truc magique qui arrive. Ouais, c'est magique pendant 2-3 ans, puis après ça s'écroule tout seul. Parce que apprendre à gérer une fortune, ça se fait pas comme ça. Enfin, moi, je sais pas faire en tout cas. Hein. C'est pas mon domaine de spécialité. Donc, si on se construit pas étape par étape et qu'on veut une solution magique qui nous fait basculer d'un seul sur le fait de combler nos manques, en général, on se met en position d'addiction de ce que l'autre va nous donner. Et en effet, on est pleinement manipulable par nos failles. Il y a une notion que j'adorais pouvoir transmettre ici, et je sais pas si je vais y arriver. J'ai déjà mis des gens sur un piédestal de temps en temps, ça m'est déjà arrivé. Et tu m'as fait comprendre que j'étais le seul, ou qu'on n'était que quelqu'un à mettre cette personne ou ces personnes sur un piédestal, le reste du monde s'en foutait. Ce qui était totalement inacceptable pour moi. Moi, dans mon cerveau, dans ma propre vérité, dans ma boîte crânienne, cette personne était sur un piédestal. Et tu as réussi à faire un travail sur moi pour me faire comprendre que j'étais le seul à m'être créé ce propre piédestal qui était totalement imaginaire. Et là où je me disais, la France entière ou le monde entier mettrait cette personne en exergue, en réalité non, c'était juste moi. Comment est-ce que tu as fait pour me faire changer d'avis dessus? Bon courage pour cette question. Nous sommes toujours en direct. De mémoire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de t'exprimer que ce qui était intéressant, c'est d'avoir des goûts différents. Si on était tous amoureux ou amoureuses d'un seul type de personne, ce type de personne, dès l'instant où il existerait, donc l'homme alpha ou la femme fatale ou ce genre de choses-là, tout le monde irait directement se ruer dessus. Ce serait impossible parce que ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas vivre entre nous, les personnes qui ne sont pas comme ça. Et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, on a chacun nos goûts. Et il y a toute cette diversité sur la planète que je trouve magique. Il y a des gens qui vont te correspondre, des gens qui ne vont pas te correspondre. Et souvent, pour pouvoir te faire comprendre ça, on a comparé les personnes qu'on trouvait attirantes ou pas attirantes.
à partir de, je sais pas, soit des connaissances communes, soit des photos. Et là, tu t'es rendu compte que les personnes qui moi, m'intéressaient n'étaient pas du tout les mêmes que les tiennes. Et est-ce que pour autant, mes valeurs étaient problématiques? Non, elles sont peut-être différentes. En tout cas, les sujets sur lesquels on est sensible ne sont pas les mêmes. La façon dont ce qu'on aime chez l'autre n'est pas la même chose. Et donc, toi, les personnes que tu admirais, moi, je les admirais pas forcément. Et les personnes que moi, j'admirais, toi, tu les admirais pas forcément. Donc, il y a de sortir de ce qu'on appelle le projectif en psychologie. Parce que le projectif, c'est quoi? C'est le concept de dire, puisque je pense comme ça, tout le monde pense comme ça. Mon modèle du monde est le modèle du monde et je n'accepte pas la diversité parce qu'elle me met en insécurité. Maintenant, si on accepte que l'autre fonctionne différemment de soi et que cette différence permet à chacun d'exister dans sa différence, eh bien à ce moment-là, la notion de valeur absolue devient une valeur relative. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à apprécier cette différence justement. Je me souviens d'avoir un déclic un jour et ce qui est difficile, c'est qu'on en a parlé déjà de ça en privé, mais c'est qu'on a tous le sentiment d'avoir la vérité absolue. C'est-à-dire que chaque personne sur Terre, même une personne qui est délirante, qui va faire n'importe quoi, qui va aller en prison, pensera avoir fait la bonne chose. C'est-à-dire que chacun pense avoir raison, dans un monde où forcément tout le monde ne peut pas avoir raison avec des sujets différents en même temps. Et il est compliqué de se dire, je mets cette personne sur un piédestal parce que c'est une évidence dans ma vie, alors qu'en fait pour d'autres c'est pas le cas. C'est un peu comme si cette chemise qui est blanche, tu me disais non mec, cette chemise est bleue. Et je me dirais c'est pas possible, je la vois blanche, c'est sûr qu'elle est blanche. Et tu dis non, je la vois différemment. Et je me souviens que en tout cas moi j'ai eu un travail qui était compliqué à réaliser que ce qui me semblait être une vérité absolue est une vérité relative. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pas évident à faire parce que souvent dans notre façon de fonctionner, dans notre monde, eh bien il y a des choses qu'on aime, qu'on apprécie, donc ça va, on les assume, et les choses qu'on n'apprécie pas ou qui nous manquent, c'est plus dur de les assumer, c'est plus dur de s'en rendre compte. Donc quand on voit quelqu'un qui vient combler ses manques, on se dit c'est parfait, mais finalement le manque que je ressens, si je fais du projectif, c'est pas forcément ça, tout le monde a le même manque. Mais en fait non, pas forcément. Il y a des personnes qui sont en manque de sécurité et qui vont avoir besoin, je sais pas, d'un gardien, d'un guerrier, de quelqu'un de costaud qui vont les sécuriser. Et puis il y a des personnes au contraire qui ont besoin d'être entendues et vont prendre une personne plutôt empathique, compatissante, qui va prendre du temps à l'écoute et être en écoute active. Et on a tous besoin de profils différents comme ça, besoin ou envie d'ailleurs, ça c'est un autre débat. Et donc on va s'associer avec des personnes qui vont avoir un profil qui va être différent parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses. Et c'est une question de goût et de couleur et c'est une question de faille d'enfance aussi qui va se mettre en résonance ou pas. Il y a un dernier point qui est le meilleur point qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que tu as réussi à me démontrer que parfois quelque chose, encore une fois, on parle de mettre une personne sur un piédestal. Tu peux mettre quelqu'un sur un piédestal en gommant totalement ses défauts. C'est-à-dire que sans réaliser que oui, cette personne, homme ou femme, est forte ou fort sur un point, mais sur 9 autres, c'est n'importe quoi. Comment est-ce que tu as fait pour me faire réaliser ça? De comprendre que oui, cette personne était forte sur un point, mais sur 3 autres, 100 autres ou 1000 autres, c'était totalement n'importe quoi. Parce que quand on idéalise quelqu'un, on a tendance à oublier ses points négatifs. Je pense que je t'ai renvoyé mon admiration pour ça. Ah oui? Parce que je t'admire sur plein de points. C'est gentil. Voilà. Abonnez-vous. Sur des points sur lesquels moi je suis pas du tout apte. Et c'est cette admiration qui fait que j'ai cherché à m'inspirer de toi pour apprendre des choses de ta part que tu m'as transmises avec grand plaisir. Du coup, la réciproque a pu se faire. Donc en fait, dans cette admiration et non pas cette recherche d'assistanat, on s'est élevé l'un l'autre. Je t'ai accompagné sur certains trucs, tu m'as accompagné sur d'autres trucs. Et finalement, on est devenu une meilleure version de nous-mêmes grâce à la relation. Ça, c'est une relation que j'appelle constructive. Et ça marche, sauf si on cherche à faire en sorte que l'autre vienne nous donner ce qui nous manque. C'est la fable du pêcheur. C'est-à-dire que la personne qui a faim et qui croise un pêcheur, qui a sa bourriche pleine de poissons, a deux possibilités. Soit elle cherche le court terme, avoir le poisson tout de suite, elle va manger, oui, mais vu qu'elle ne sait pas pêcher, le lendemain, elle va devoir revenir demander un poisson au pêcheur. Et dans ce cas-là, le pêcheur peut commencer à lui vendre, peut commencer à faire du marchandage, du chantage affectif, de toutes ces choses-là, pour lui donner les miettes de ce qui lui manque. Et la personne qui aura trop à manger, elle ne reviendra plus. Donc il va falloir qu'on lui donne à manger, mais pas suffisamment pour qu'elle se sente en état de plénitude. Et c'est là où commence une relation de manipulation. Si vous connaissez les relations toxiques, ce qui se passe, c'est quoi? Eh bien, c'est que la personne qui vient combler vos failles, elle vous donne des miettes d'amour, des miettes d'attention, des miettes de choses comme ça. Pour vous maintenir dans cet état de j'ai faim, j'ai pas assez à manger, et donc je vais vite continuer à revenir vers la personne pour récupérer ce qui me manque. Et si on est dans ce type de relation, eh bien, on s'autonomise pas. Là où la différence, c'est le pêcheur. Si je vais voir un pêcheur et je lui dis j'ai faim, c'est ce qui s'est passé entre nous, je te dis Antoine, je ne sais pas faire ça, aide-moi. Tu m'as appris à le faire, j'ai cherché à apprendre à le faire et pas que tu le fasses à ma place. Et comme j'ai cherché à apprendre ce que je ne savais pas faire, que j'ai trouvé admirable chez toi,
eh bien, j'ai appris à le faire, je me suis autonomisé. Donc, j'ai appris à pêcher, en gros, si on prend la fable. Et toi, c'est la même chose. Tu as appris à pêcher aussi. Tu as appris à t'autonomiser par rapport à ce qui posait problème dans certains aspects. Et du coup, il y a cette réciprocité qui fait que ça marche. C'est-à-dire qu'on s'est enrichi l'un l'autre de nos compétences et de nos connaissances réciproques et on a élevé l'ensemble. Au lieu de chercher à être assisté et de rester au même niveau. Et ça change tout. Il y a un point qui est très intéressant et je pense que c'est même un exercice pratique, c'est se dire que dans une relation saine, on apprend à l'autre à devenir autonome dans ses failles, dans ses problèmes. Dans une relation malsaine, ce n'est absolument pas le cas. On donne juste des miettes pour que l'autre reste. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est de bien faire la part des choses entre oui, je l'admire pour certains points et je peux le mettre sur un piédestal, mais sur d'autres, cette personne est juste nulle. Et c'est important, je pense, de faire des listes. À un moment donné, je pense que le cerveau a tendance de se rappeler juste de ses propres failles, de comment l'autre joue dessus, et a tendance à zapper un peu les côtés négatifs, alors qu'au final, si ce pervers narcissique, ce manipulateur ou autre était si bon que ça, il ne serait pas en fait une personne toxique, malsaine. Donc il est important de faire la part des choses. Oui, cette personne est forte pour jouer sur mes failles. Non, cette personne n'est pas forte dans le reste de sa vie. Pour aller dans ton sens, je trouve qu'il y a aussi, c'est pas facile aujourd'hui de faire cette part des choses parce que on est dans une mouvance sociétale. Il y a un inconscient collectif qui nous accompagne et aujourd'hui l'inconscient collectif, il nous montre quoi? Que le jeu des journalistes, par exemple, donc les médias, le jeu des journalistes, c'est pas forcément d'écouter la personne sur son sujet de spécialité ou de regarder si ce qu'elle a à dire c'est intéressant, c'est de chercher toutes les incohérences dans le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'on va demander, on va dire à une personne, bah tu peux pas être chef d'entreprise si ta vie amoureuse c'est n'importe quoi. Mais en quoi c'est corrélé? Diriger une entreprise et avoir une vie amoureuse, c'est pas du tout les mêmes compétences qui rentrent en ligne de compte. Et donc, on va juger une personne par rapport à tout ce qu'elle sait pas faire à côté, comme si on était en recherche finalement d'une personne qui incarnait Dieu, c'est-à-dire une personne qui était omnisciente, qui était bon dans tous les domaines, qui était douée dans tous les domaines, qui avait aucune faille, et on cherche une personne avec la plus cohérente possible et la plus magnifique possible. Pourquoi? Et ça, j'ai été atteint de ce syndrome-là. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi. Parce que quand on grandit avec des carences d'enfance, on a du mal à faire confiance dans nos adultes qui nous guident. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels ils n'auront pas su nous apprendre plein de choses. Et donc, on focalise sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on ne sait pas faire, sur là où on ne s'en sort pas. Et on aimerait savoir faire. Et on en veut à nos parents de ne pas avoir su nous apprendre ça. C'est super intéressant. Ça veut dire qu'en gros, on a tendance à mettre sur un piédestal une personne parce qu'elle est capable de résoudre le sujet ou la faille la plus importante de notre vie. C'est ça. Là où elle peut avoir 1000 défauts à côté, on ne les verra pas. Parce qu'elle est capable de venir résoudre notre problème. Tout à fait. Et donc, on la met sur un piédestal pour cette raison-là. Et moi, comme ça, pendant longtemps, j'ai cherché à faire une confiance aveugle à quelqu'un parce que j'étais en manque de confiance dans l'adulte référent de par mon parcours. Et donc, je cherchais un mentor, je cherchais une personne qui allait pouvoir m'apprendre finalement la vie d'une manière générale, tout m'apprendre et être omnisciente et être douée dans tous les domaines. Et donc, j'ai fait confiance à des gens. Et puis, en fait, je me suis aperçu que j'ai pas fait confiance à des gens parce que j'ai cherché à tester d'abord tous les domaines. Et puis, un jour, je me suis dit, mais c'est complètement débile parce qu'il y a peut-être une personne qui va être super compétente, par exemple, pour gérer ses finances et qui va pouvoir m'apprendre ça et qui sera complètement incompétente pour gérer son alimentation. Exactement. Voilà. Et si j'attends d'une personne qu'elle soit super douée dans tout, en fait, je peux attendre longtemps. Et puis surtout, je m'empêche d'aller profiter de l'expertise de certaines personnes dans certains domaines. Donc moi, je m'empêche de grandir parce que j'arrive pas à avoir suffisamment de discernement pour savoir dans quel domaine je peux faire confiance à la personne et dans quel domaine je peux pas faire confiance à la personne. Il y a des domaines dans lesquels on peut faire confiance, des domaines où on peut pas. Et on a tous nos failles finalement. Et on peut focaliser sur là où on peut pas faire confiance, mais on peut aussi se demander mais qu'est-ce qui m'inspire? Et comment je peux grandir grâce à cette personne-là? De décomposer ça en petits domaines comme ça, je trouve que ça permet de grandir et ça permet d'évoluer de manière plus saine. Pour finir sur une note légère, j'ai lu hier, vraiment sur Instagram, c'était marqué, j'ai pensé à toi sur la dépendance affective, c'était marqué « Un dépendant affectif, c'est comme une personne qui serait morte de faim et qui se scotcherait 20 sandwichs autour du ventre en se disant « c'est bon, mon problème est résolu à vie ». Est-ce que ça te parle pas du tout? Est-ce que ça n'a pas de sens? J'aimais bien l'image de la personne qui se scotche 20 sandwichs autour du ventre en disant « c'est bon, j'aurais plus jamais faim de ma vie ». Il aura le même problème 3 jours après. Est-ce que tu peux développer la métaphore? J'ai peur de faire des raccourcis dans ma tête qui ne sont pas ce que je sais pas, c'est comme si, tu sais, en dépendance affective, souvent, tu te dis c'est bon, si l'autre me dit 20 fois qu'il m'aime, c'est bon, plus jamais le problème. Et puis le lendemain, le problème recommence pareil. Et si tu te scotches 20 sandwichs, probablement que 3 jours après, tu auras la même faim, en fait. Ça va pas changer en vrai. Ouais, alors ça c'est très amusant comme image. En effet, si on manque d'amour en soi et qu'on attend que l'autre vienne combler ce manque d'amour, eh bien, il peut nous dire plein de fois « je t'aime ». Sur le moment, ça va faire du bien. Et 3 secondes après, c'est pas assez, on va redemander encore plus de garanties. C'est une addiction. En fait, pourquoi? Parce que dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit ce qu'on attend? On a un pic de dopamine.
Mais la dopamine, c'est fugace, ça passe très vite. En termes de neurotransmetteurs, ça reste pas longtemps du tout. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir l'impression que ça va, on a notre pic de dopamine, mais après, ça redescend. Et donc, on va vouloir reproduire l'expérience. Sauf que si on a la même dose de dopamine qui arrive, eh ben c'est pas assez parce qu'il n'y a pas cette nouveauté. Donc on va vouloir plus, puis plus, puis plus, puis encore plus, puis encore plus. Et c'est comme ça qu'une personne jalouse, si vous cherchez à la rassurer, par exemple, vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui est jalouse, et puis vous lui dites non mais t'as pas raison d'être jalouse ou jaloux, voilà tout va bien. Tiens regarde dans mon téléphone si tu veux, regarde mes mails si tu veux, et puis ça suffira jamais. C'est-à-dire que la personne va vous bouffer toute votre vie, va vous empêcher de voir des gens que vous appréciez, avec qui vous êtes clean, il n'y a pas d'ambiguïté, mais va être hyper intrusif dans votre vie et va vouloir contrôler toute votre vie parce qu'elle est en insécurité. Et donc, elle n'en aura jamais assez. On monte toujours de dose en dose, en dose, en dose. Et c'est le principe même de l'addiction. L'addiction, c'est la base, hein, c'est ne pas gérer les émotions désagréables en soi. Donc, si jamais vous avez un manque d'amour et que vous comptez sur la relation amoureuse pour vous apporter ce manque d'amour, bah, moi j'aime bien cette image-là, c'est que la relation, elle est faite de ce qu'on met dedans. Et les ingrédients que vous avez en vous au moment où vous vous mettez en relation, bah, c'est ce qui va fleurir dans cette relation. Si vous arrivez dans la relation avec une forme de confiance, avec une forme de sérénité, vous allez apporter de la confiance et de la sérénité dans la relation. Et ça va grandir. Si vous arrivez avec de la suspicion, de la jalousie, de la défiance, eh ben, ce que vous allez récupérer, c'est de la suspicion, de la jalousie et de la défiance. Bien sûr. La relation, c'est virtuel, ça n'a pas d'existence tangible. C'est fait de ce qu'on met dedans. Et après, c'est ce qu'on met dedans qui grandit. Donc si vous arrivez avec un manque d'amour, bah vous allez vivre une sensation de manque d'amour dans la relation. C'est pour ça que travailler sur son autonomie et grandir et se faire accompagner là où on a des difficultés, pour moi, c'est la meilleure solution. Pour retrouver Quentin, le lien est dans la description. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, merci Quentin. Merci Antoine. Ciao.